Le grand soir, la suite et la politique, il s'en est passé des choses aujourd'hui. Premier conseil des ministres ce matin, avec des journalistes d'ailleurs qui n'étaient pas autorisés à être dans la cour de l'Élysée. On va reparler de ce couac de communication. Et puis ce soir, Marine Le Pen qui était aux 20h de TF1 et c'est confirmé. Regardez, écoutez, elle y va. Elle sera candidate aux législatives à Hénin-Beaumont. Oui, je serai candidate dans ma circonscription de Hénin-Beaumont. Je n'imaginais pas de ne pas être à la tête de mes troupes dans une bataille que je considère comme fondamentale. Car avec tout ce que l'on voit, avec cette collusion qui existe aujourd'hui entre les socialistes et les républicains autour de ce gouvernement, autour du nouveau président de la République, il faut à l'évidence des députés qui soient sans complaisance et qui défendent les intérêts des Français, qui défendent les intérêts de la France. Alors, elle y va, autour de ce plateau. Pierre Dumazeau, vous êtes journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nicolas Boudot, conseiller en communication associé au cabinet Tilder, et vous nous avez amené une étude intéressante dont on va parler dans un instant sur le gouvernement, et Renaud Pilat. Question, elle y va, ça vous surprend ou pas? Est-ce que c'était prévisible? Oui. C'était prévisible, elle doit rattraper sa mauvaise fin de campagne présidentielle et puis donc elle doit se remontrer sur le terrain politique. Elle a intérêt à gagner l'élection législative. Elle a eu un petit passage à vide entre les deux? Probablement. D'abord, une déception pour elle, c'est plus que probable. Surtout, déception, pas forcément de perdre parce que on voyait les sondages depuis un petit moment qui annonçaient Macron gagnant, mais perdre avec une aussi grande différence de 66 contre 33, ça, elle s'y attendait pas forcément. Et donc, ça a dû être une vraie difficulté. Il lui faut remonter sur son cheval politique très vite, surtout en espérant au gagner. Moment où Marion Maréchal-Le Pen dit qu'elle quitte le mouvement, etc., Pierre Dumazeau. Oui, bien sûr, c'est montrer qu'elle est toujours là, qu'elle n'a pas abandonné ni le parti, ni les militants, malgré le score faible, on peut le dire. Elle s'attendait à beaucoup plus. Donc, malgré la déception, oui, montrer que le terrain politique n'est pas déserté, alors que le parti, c'est vrai, connaît quelques troubles après ce second tour. Donc, montrer qu'elle est toujours là. Ça va être compliqué, d'ailleurs. Face à elle, elle a le député PS sortant, plus un candidat d'En Marche. Oui, absolument. Alors après, elle a fait, je crois... plus de 60% au second tour dans sa... Ouais. Ça s'était joué, je crois, à 200 voix à Hénin-Beaumont. Oui, dans sa circonscription. Elle avait perdu la dernière fois en 2012, mais elle était obligée d'y aller parce qu'on voit que la digestion de cette défaite au Front National est compliquée. Et il y a une atmosphère un peu de crise au Front National entre... on en parlera, Florian Philippot qui crée son association, les Patriotes. Évidemment, il fallait trouver un responsable à la défaite. Donc, comme on n'ose pas au Front National désigner Marine Le Pen comme responsable, eh bien, certains désignent Florian Philippot. Donc, Marine Le Pen doit cheffer, comme disait Chirac, montrer à ses troupes qu'elle n'a pas peur. Elle y va. Et si jamais elle était élue, il faut qu'elle soit élue, eh bien, elle se retrouverait, pour le coup, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle sera à la tête d'un groupe? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aura... on rappelle un groupe, c'est 15 députés. Ouais. Il faut que le Front National arrive à 15 députés. Vous savez, il y a 1 mois et demi, 2 mois, on parlait d'une vague bleu marine à la présidentielle et à l'Assemblée nationale au mois de juin. Finalement, pas si sûr que le Front National ait tant de députés que ça. En tout cas, Marine Le Pen se jette dans la bataille, mais elle n'avait pas le choix. Elle doit faire campagne et montrer à ses troupes qu'elle est bien présente. Si elle ne gagne présente. pas, ce sera évidemment un très mauvais signal, Frédéric Delpech. Oui, alors c'est vrai qu'elle a a priori, sur le papier en tout cas, de fortes possibilités, probabilités de gagner, puisque au premier tour de l'élection présidentielle, elle a fait un score très élevé, au deuxième tour également. Donc, c'est pas une circonscription très difficile pour Marine Le Pen. Mais c'est même vrai avec un candidat d'En Marche nouveau en face. Alors effectivement, et le député PS sortant. Le député PS sans doute moins, mais le candidat En Marche, c'est très difficile à mesurer parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur le pouvoir de la capacité d'adhésion de candidats que les gens ne connaissent pas et surtout l'effet d'entraînement du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron pendant les premiers temps de son mandat. Donc effectivement, là, il y a une part qui est difficile à mesurer. Mais pour Marine Le Pen, ce qui est absolument indispensable,
et comme vient de le dire Renaud, effectivement, c'est de ne surtout pas donner le sentiment de prendre le large, d'avoir en quelque sorte d'accuser le coup après le mauvais débat de l'entre-deux tours, après le score un peu décevant par rapport à la barre des 40% à l'élection présidentielle au deuxième tour, et de donner d'envoyer le message qu'elle est toujours la patronne du Front National et qu'elle tient les rênes et qu'elle mène la bataille des législatives et que c'est elle qui, d'ailleurs, la fera elle-même. Hein. Si c'était une défaite, elle serait peut-être même contrainte de quitter la présidence du parti, non ? On ne l'imagine pas, elle, non députée, et puis ses lieutenants élus. En tout cas, oui, très difficile. En tout cas, si elle perd cette élection législative, énormément de questions vont se poser, encore plus que les questions qui se posent actuellement au sein même du Front National. Après, je vois mal, c'est difficile d'enlever Marine Le Pen et de lui dire tu n'es plus légitime pour diriger le Front National. Mais une défaite, en tout cas pour elle à l'élection législative, ce serait très très compliqué pour la suite, pour elle, pour le mouvement, pour ses lieutenants, c'est très très compliqué. Je crois que le moment de développement du Front National, qui ne cesse de se développer depuis 30 ou 40 ans, mais là qui était quand même au second tour de la présidentielle, qui a récolté quasiment 11 millions de voix, le Front National est à un moment où il ne faudrait pas finalement que Marine Le Pen devienne un sujet, devienne un problème. C'est-à-dire que le nom Le Pen et que finalement Marine Le Pen devienne un obstacle à la progression du Front National. Vous avez vu qu'il y a une petite musique, des durs qui commencent à dire la prochaine présidente, il faut que ce soit Marion. Par voilà, exemple. C'est bien pour ça qu'elle s'est mise en retrait pour l'instant. Oui, du parti. Oui, mais enfin, le Congrès est quand même très proche, le Congrès du Front National. Donc Marion Maréchal Le Pen, elle ne va pas revenir dans 6 mois pour prendre la présidence du parti. Elle part de 3 ans pour essayer. Oui, et là, c'est partisan. Elle a ses partisans, mais pour l'instant, a priori, on voit mal qui, parce que Florent Philippot est quand même très contesté en interne, on voit mal qui pourrait remplacer Marine Le Pen à la tête du Front National. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est que Marine Le Pen, elle doit maintenant montrer dans cette bataille législative qu'elle peut gagner, qu'elle peut devenir députée et que sa personnalité n'est pas un obstacle au développement du FN. Et écoutez ce mea culpa aussi, vous allez voir, qui est étonnant. Oui, au débat télévisé face à Emmanuel Macron, elle n'a pas été bonne. Incontestablement, il y a ce débat qui a été raté, il faut le dire. Enfin, je veux dire, moi, je le dis très clairement. J'ai fait un choix. J'ai souhaité mettre en lumière les très grandes craintes que je nourrissais et que je nourris évidemment toujours à l'égard de la politique que va mener Emmanuel Macron. Je l'ai fait avec fougue, je l'ai fait avec passion. Peut-être trop de fougue, peut-être trop de passion. Étonnant ce mea culpa, non ? Il le fallait. Il le fallait parce que c'est un constat qui est partagé par l'ensemble de l'opinion publique et y compris au sein même du Front National, m'a-t-on rapporté, ou en tout cas je l'ai lu dans la presse. Donc elle ne peut pas faire autrement que faire ce mea culpa pour rebondir. Puis pour revenir juste 20 secondes en arrière, si Marion Maréchal s'en va du parti, c'est probablement aussi pour ne pas créer de courant, c'est-à-dire pour ne pas faire la démonstration que le Front National serait après tout un parti comme les autres avec des courants et des dissensions internes. En tout cas, c'est mon analyse en communication et je crois que, vu son âge, elle peut se mettre en retrait pendant quelques années et attendre que les choses se Donc passent. Elle ne veut pas exercer un pouvoir de nuisance, en quelque sorte ? Absolument, et laisser les choses se faire et peut-être laisser sa tante devoir être mise en difficulté à la tête du parti pour arriver comme la femme providentielle avec le nom Le Pen et le soutien de son grand-père vivant ou le souvenir du grand-père dans quelques années. Donc c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui tient plus de la stratégie politique et de la communication politique que du simple retrait tel qu'il nous a été vendu jusqu'ici. Oui, Damo, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas. Marion Maréchal a été très, très impressionnée au sens fort du terme par la guerre entre Marine Le Pen et son père et par les guerres familiales. Et elle sait qu'il va y avoir, elle sent et elle sait qu'il va y avoir un moment de tension dans les semaines et mois qui viennent au Front National, et elle ne veut pas que son nom et que sa personnalité soient utilisés par certains contre Marine Le Pen. Et ça, elle le redoute parce qu'elle n'a pas envie d'être mêlée à des histoires où son nom pourrait servir. Donc elle prend du champ. C'est de la bienveillance, pour reprendre un terme à la mode. Non, c'est du calcul, c'est de la tactique. Et elle part, je finis juste, elle part 2-3 ans. En plus, c'est à la mode de faire des allers-retours entre le public et le privé pour mieux revenir, me semble-t-il, dans 4 ou 5 ans. Alors, est-ce qu'elle...
je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment un plan de carrière très défini en se disant dans 3 ans je reviens. Parce que là, elle dit je veux m'occuper de mes enfants, hein, puis ça peut se comprendre aussi, jeune mère de famille. Il y a une part de sincérité chez Marion Maréchal Le Pen. Elle sait qu'elle incarne quelque chose au Front National, qu'elle a beaucoup de militants qui sont derrière elle, qu'il y a un certain nombre d'élus dans le Sud qui la soutiennent et qui voyaient en elle une alternative. Elle savait aussi qu'avec les difficultés qu'a connues Marine Le Pen en fin de campagne, elle allait sans doute devoir incarner une sorte d'opposition interne, poussée par les élus du Sud notamment, contre sa tante, et ça, elle n'avait pas envie d'une confrontation directe. Quant à Marine Le Pen, là, effectivement, sa volte-face ce soir est quand même très spectaculaire, parce qu'il y a encore, juste après le débat de l'entre-deux tours, elle expliquait que c'était formidable, qu'elle avait réussi à déstabiliser Emmanuel Macron. C'était officiellement... Dans le débat, officiellement, c'était la parole qui était portée le soir même du débat et encore un peu le lendemain. On voit que là, elle a pris conscience qu'elle allait vraiment à la catastrophe et qu'il fallait absolument qu'elle réagisse et qu'elle reconnaisse. Et c'est vrai qu'en politique, en général, quand un responsable politique fait un mea culpa, ça peut lui permettre de rebondir. En tout cas, elle l'a fait ce soir. Nicolas Boudot, vous nous avez amené cette étude intéressante. On va passer au gouvernement. On a un Premier ministre depuis lundi. Un gouvernement depuis hier. Et vous avez posé 2 questions à vos sondés. On va les voir, ces questions. Absolument. On a posé la question de savoir si les Français approuvaient la nomination d'Édouard Philippe. On voit que oui, ils l'approuvent, mais qu'il y a un grand nombre de Français, un peu plus d'un tiers, qui ne se prononcent pas. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'ils ne le connaissent pas. Le Premier ministre est encore un inconnu. Et ça, c'est une chance pour Édouard Philippe, parce qu'il aura le temps, un mois jour pour jour avant le 2e tour des élections législatives, mais il a le temps de construire une image présidentielle, d'une image de Premier ministre, et de la crédibiliser en partant finalement de pas grand-chose, à part pour les Havrais qui l'ont connu comme ça. Il n'a pas de passif et assez peu de passé politique, et ça c'est une vraie chance aujourd'hui en politique. Il y a un seul écueil pour lui, c'est de trop ressembler à Emmanuel Macron, président de la République. Question de clonage médiatique qui avait posé beaucoup de problèmes entre Hollande et Ayrault il y a 5 ans. Ils se ressemblaient trop. Là, ce sont 2 énarques qui aiment tous les 2 la littérature et la philosophie. Ils ont approximativement le même âge, des idéologies qui se ressemblent. Il faut vraiment que Édouard Philippe, pour se crédibiliser, prenne un virage et se construise sa propre image et son espace. Il a commencé d'ailleurs en se disant de droite lors du discours de passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve. À mon avis, il faut qu'il continue sur cette ligne-là et qu'il construise son image et son espace. Mais le fait de ne pas être très connu, c'est plutôt une bonne chose, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. 2e question, on va la découvrir. Approuvez-vous le choix d'Emmanuel Macron de nommer Édouard Philippe? Non, pardon, ça on vient d'en parler. Êtes-vous satisfait ou mécontent de la composition du nouveau gouvernement? Là aussi, regardez les résultats sont à peu près les mêmes. L'opinion publique ne connaît pas encore le gouvernement, et ça c'est une chance pour le gouvernement, à la condition que les ministres puissent s'exprimer et parler. Et on voit que là, Emmanuel Macron, qui a dit qu'il voulait être maître des horloges, a imposé aujourd'hui au Conseil des ministres, ces ministres, justement, une forme de confidentialité et de parler le moins possible. Quand on n'a pas le droit de parler, on a du mal à se présenter et à exister dans le débat public. Donc la limite, si vous voulez, pour que le gouvernement puisse se montrer, c'est qu'il faut que le président de la République les aide à parler. Il y a beaucoup de ministres que le grand public, et nous aussi, ne connaissons pas bien, ou voire pas du tout. Mais oui, mais Emmanuel Macron était obligé de limiter cet impact-là avant les législatives. Il a le souvenir de Jean-Louis Borloo parlant de TVA sociale il y a 10 ans et faisant perdre un certain nombre de députés à la droite, et puis du couac entre Ségolène Royal et Valérie Trierweiler pendant les législatives il y a 5 ans. Et donc, il met le couvercle sur la marmite en espérant gagner une majorité à l'Assemblée nationale pour donc là, pendant un mois, ça va être quoi? Ça va être méfiance, verrouillage, confidentialité et puis contrôle de la communication par le gouvernement. Ça a commencé, et sous le contrôle du président de la République. Oui, mais il ne peut pas faire autrement.
avec un gouvernement aussi composite, des gens de droite, de gauche et de la société civile, il a peur que trop de bouches utilisent trop de mots pour dire des choses trop différentes. Alors attention, on va peut-être y revenir en deuxième partie, car il n'est pas loin de 21h30. On va avoir le rappel des titres avec Hortense Villatte. Et puis juste après, vous avez la parole justement sur la stratégie de ce gouvernement de quelques semaines, alors qui est fait pour durer, dit Édouard Philippe, alors que la droite dit non, c'est un gouvernement de transition. À tout de suite. Vous avez une idée? Quel que soit votre projet, enregistrez votre nom de domaine avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. L'explorateur de domaine One and One vous aide à trouver la meilleure adresse Internet parmi une infinité de possibilités. Parce que tout commence avec le bon domaine. oneandone.fr. Découvrez les nouvelles essences de parfum. Classique, Le Mâle de Jean-Paul Gaultier. La réalité rejoint la fiction. Dans la vraie vie, les logements Bouygues Immobilier sont intelligents et connectés. Du 24 avril au 21 mai, le pack connecté est offert sur bouygues-immobilier.com. Allez, plus vite! Mais Philou, pourquoi on court là? Parce que les autres courent aussi. Ils essaient peut-être de fuir les puces et les tiques. Mais nous, on a le collier Céresto, on est donc protégés des puces et des tiques pendant 7 à 8 mois! La technologie innovante de Céresto permet la diffusion en continu des principes actifs sur toute la peau. Demandez conseil à votre vétérinaire. Avec Céresto, fini les puces et les tiques pendant 7 à 8 mois! Bayer. Alors, ma petite dame, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Shampoing, coupe, brushing? Hop, hop, hop. Quand je te vois, j'ai le cœur qui fait vroom. Madame, vos lunettes? Votre Skoda Kodiaq, à partir de 55 € par jour sur Stix.fr. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. Et en ce moment, toutes ces machines Senseo vous reviennent à 49 €. Rendez-vous vite en magasin ou sur senseo.fr. La lumière des Quantum Dots. Elle transforme les ciels en or au lever du jour et repeint le monde d'un milliard de couleurs. Même dans les moments les plus sombres, elle révèle les héros. Elle fait scintiller 100% des couleurs de la vie. QLED, 100% du volume couleur. Samsung. Quand une nouvelle journée commence, j'aime faire le vide, me déconnecter de tout. Mais j'aime aussi les challenges, me surpasser. Et passer du temps avec ceux qui comptent. Mais ce que je préfère, c'est lorsque je peux vivre tout ça dans une seule journée. Nouvelle Seat ATK, élu meilleur SUV de l'année 2017. Seat. Utilisez le ruban de masquage Scotch Blue pour des résultats sans bavure et des lignes impeccables grâce à la technologie adhésive 3M. Ou fixer pour de bon. Ou réparer pour durer. Pour des résultats spectaculaires à chaque fois. La fierté du travail bien fait avec les rubans Scotch, bricolage et décoration. Alors que j'essayais la 2008, le vendeur me dit « Prenez ce chemin et mettez le grip control ». Moi, ah, elle là? Alors je tourne le bouton et la bim, rien ne nous arrêtait. Tout se passait bien, quand sur un tout petit chemin, il a fallu faire demi-tour. Je lui dis alors, mais j'y arriverai jamais. Lui, mais si, on a la caméra de recul. Moi, ah, elle là aussi? Eh ben, crois-moi si tu veux, c'est comme si j'avais toute une équipe pour m'aider à faire marche arrière. Et lui, attention, ça tourne. Et attends, je t'ai pas dit pour l'Active City Break. Elle l'a? Elle là. Pour l'achat d'un SUV 2008, Peugeot reprend votre voiture 2 900 € en plus de l'Argus. Tous les jours, la petite Chloé passe devant ma boulangerie. Et tous les jours, elle s'arrête quelques secondes devant mes éclairs au chocolat. Et tous les jours, son papa lui fait la même réponse. Tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Avec Banque Populaire, profitez dès maintenant d'Apple Pay, une nouvelle manière de payer simple et sécurisée. Banque Populaire, additionnez les forces
multiplier les chances. Franck a joué à simple jackpot de PMU. Il a gagné et multiplié son gain par 1000. Alors forcément, Franck se sent fort, confiant. On se la refait un peu plus confiant? Sympa la chemise. Mais 1000 fois ton gain, Franck. Allez, plus confiant que ça. Et ben voilà, Franck. Ça, c'est de la grosse confiance. PMU lance simple jackpot. Comme Franck, vous pouvez multiplier jusqu'à 1000 fois votre gain. PMU, pariez sur vous. Aussi maniable qu'un scooter, mais plus confortable. Aussi innovante qu'un overboard, mais plus connectée. Aussi spacieuse qu'une calèche, mais plus performante. Beautiful horses. Yeah, comme standard. Fiat 500X, le nouveau crossover. À partir de 15 990 €, tout équipé. Fiat. Salut papa. Parce que vous avez beaucoup à construire, faire mieux, moins cher, chaque jour et pour tous vos projets, c'est notre engagement. Castorama, ensemble on peut tout faire. 21h30 sur LCI. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info avec Hortense Villatte. Elle a pris le temps avant de l'annoncer, mais Marine Le Pen sera bien candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais, dans son fief à Hénin-Beaumont. La présidente du Front National l'a confirmé sur TF1. Fixer le cap et les règles, c'était l'objectif du tout premier Conseil des ministres ce matin à l'Élysée. Le président de la République et son Premier ministre ont insisté sur deux principes, la collégialité et la loyauté. Les ministres et secrétaires d'État sont tenus de se concentrer désormais sur le projet présidentiel. À droite, il faut montrer qu'on est unis. François Baroin, chef de file des législatives, et Alain Juppé, maire de Bordeaux, pas toujours d'accord par le passé, étaient ensemble en Gironde. Ils sont revenus sur les nominations de 3 d'entre eux au gouvernement et les exclusions de ces ministres de leur parti. Pour François Baroin, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin deviennent, je cite, aujourd'hui des acteurs d'un projet qu'ils ont combattu hier. Et puis dans l'actualité également, l'affaire opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires est définitivement condamné à rembourser les 404 millions d'euros accordés en 2008 au terme d'un arbitrage annulé l'an dernier. Rien ne dit cependant que Bernard Tapie, en liquidation judiciaire, restituera les sommes. Son avocat a fait savoir qu'il allait se tourner vers les juridictions européennes. Et on reprend notre débat politique avec nos invités pour ce grand soir. Alors on en était resté, Nicolas Boudot, à ces questions sur le gouvernement, notamment beaucoup de sans-opinion, mais après tout c'est normal parce que peu d'électeurs connaissent le Premier ministre ou encore la plupart des ministres aujourd'hui. Et puis il y a Nicolas Hulot, ministre d'État, super ministère de la transition énergétique, mais aussi de l'énergie, avec tout un tas de questions. Comment va-t-il avaler certaines couleuvres, le nucléaire, Notre-Dame-des-Landes? Dès ce soir sur France 2, il vient d'annoncer qu'il y avait peut-être des alternatives pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Tenez, on va l'écouter tout de suite. Il y a eu 2 mots pendant le Conseil des ministres qui, moi, à ce stade, me vont bien. Liberté et loyauté. Est-ce qu'on partage une vision? Est-ce que je vais être l'écolo de service dans un gouvernement qui ne va pas tenir compte de mes aspirations? La réponse est très importante. Je sens que le président et je sens que le Premier ministre vont m'aider dans ma tâche. Elle est complexe. Intéressant. Écolo de service ou pas? Quelle sera sa marge de manœuvre? La phrase importante, c'est « Je sens que le président et le Premier ministre vont m'aider dans mon œuvre et dans ma tâche », mais comment ils vont l'aider? Peut-être en essayant de le cadrer. Parce que la personnalité de Nicolas Hulot, c'est quand même une personnalité libre qui est... Alors, sans reprendre le clivage droite-gauche, parce que, paraît-il, il n'est plus à la mode, mais c'est quelqu'un qui, dans ce gouvernement,
de centre-droit, plutôt libéral. C'est quelqu'un, Nicolas Hulot, qui, par exemple, n'est pas un adepte de la croissance à tout prix, et qui est un adepte plutôt de la démondialisation, qui correspond plus à une aspiration d'une partie d'électorat de gauche. Et il se retrouve dans un gouvernement, quand même, de gens plutôt sérieux et techno et libéraux. Donc, comment sa personnalité va s'adapter au choix de l'Élysée? Est-ce qu'il a obtenu des garanties? On verra sa marge de manœuvre, on verra combien de temps... S'il y va, c'est qu'il a obtenu quand même quelque chose. Je pense que ça va être assez compliqué pour lui. En revanche, c'est une très belle prise, entre guillemets, pour Emmanuel Macron. Parce que Nicolas Hulot, c'est la caution écologique, c'est une personnalité aimée de tous les Français, qui fait consensus, c'est quelqu'un de populaire. Donc, en ça, Emmanuel Macron a très bien joué, d'autant plus qu'il avait refusé Hollande, Sarkozy et même Chirac. Après, c'est vrai que Nicolas Hulot, gouverné par un ancien lobbyiste d'Areva, avec le Premier ministre, je pense que ça va être très compliqué. Il a dû forcément obtenir un certain nombre de garanties s'il a dit oui, et c'est vrai qu'il est dans une ligne très Ségolène Royal, quoi, sur Notre-Dame-des-Landes, sur Fessenheim, sur tous les sujets compliqués où François Hollande... Mais on sait que le Premier ministre, par exemple, est favorable à un nouvel aéroport. Mais bien sûr, mais c'est bien pour ça qu'il est en totale contradiction. C'est la personnalité qui détonne dans ce gouvernement où, certes, on a un gouvernement un peu à droite, un peu à gauche, mais finalement, tous s'entendent parce que tous un peu centristes ou tous prêts à faire des concessions. Nicolas Hulot, c'est vraiment la personnalité qui détonne parce que de gauche, parce que, comme l'a rappelé Renaud, un peu antimondialiste, un peu, voilà, une personnalité alternative. Et je pense que pour lui, soit il a obtenu des garanties solides où on lui a dit... écoute, sur Notre-Dame-des-Landes, tu fais comme tu l'entends et on ne dit rien. Là, il vient de dire aussi, la centrale de Fessenheim fermera, ou encore 50% d'énergie nucléaire dans la production électrique, c'est acté. Et c'est un risque pour Macron, parce que Hulot est une personnalité très libre et qui n'hésitera pas au premier couac à dire, moi c'est terminé. Donc c'est il a 62 ans et voilà, c'est une... Mais c'est un pari pour Macron aussi, c'est assez risqué. Tout à fait. Il est ingérable. Il n'est pas ingérable, il est très libre. Dans le sens où lui... Non, mais il n'a rien à perdre. Lui, il n'est pas là, il n'a pas fait carrière, ça fait pas 50 ans qu'il est dans la politique, c'est pas un but dans la vie d'être ministre parce qu'il a refusé. Donc lui, s'il s'en va, c'est comme ça. Quoi. Il n'a plus rien à prouver. Non, absolument. Enfin, il a peut-être plus rien à prouver. Enfin, il a aussi quand même tout à prouver en politique, parce que certes, il a une parole libre, certes, il est très aimé des Français, mais son expérience politique, vraiment de politique, est quasi nulle. Et on se souvient quand même, lors de la primaire de Europe Écologie Les Verts, lorsqu'il a affronté Eva Joly, il s'est fait avoir comme un bleu par les écologistes. Il n'a pas vu le coup venir, il n'a pas vu qu'on lui savonnait la planche, il n'a pas vu que les dirigeants du parti écolo l'ont fait venir pour mieux le poignarder, et il était extrêmement naïf dans cette primaire, et Eva Joly l'a littéralement ratiboisé. Donc en termes d'expérience politique... Elle qui a fait ensuite 2,6%. Et ensuite elle-même s'est scratchée à l'élection présidentielle. Mais ça montre quand même qu'il n'a quand même pas ni tous les codes de la politique, ni le savoir-faire, et que donc effectivement il a une parole libre. Emmanuel Macron l'a pris pour ça. Emmanuel Macron l'a pris parce que justement il ne voulait pas un gouvernement de gens qu'on voit depuis 30 ans, qui ont les mêmes codes, qui ont fait 25 000 bureaux politiques ou 25 000 bureaux nationaux des partis. C'est un gouvernement qui mixe à la fois l'expérience et le renouvellement. Mais bombardé ministre d'État, pouf. Oui, mais pour savoir quel sera son véritable pouvoir, il faut attendre de savoir qui sera nommé conseiller pour l'énergie et le développement durable à l'Élysée, le même à Matignon. Pour le court-circuité. Et voir quels seront les premiers arbitrages rendus dans les réunions interministérielles à Matignon. Tout ça, c'est peut-être un peu technique, mais ça nous permettra de savoir quel est son pouvoir réel. Mais donc, c'est quoi? C'est de l'affichage? C'est un gadget? Pour l'instant, c'est de l'affichage, et c'est vrai que, soyons cyniques 20 secondes, quand on se projette un mois plus tard aux élections législatives, c'est plutôt bien d'avoir comme joker dans son jeu Nicolas Hulot que quelqu'un d'autre. Le problème qu'il porte avec lui, le boulet qu'il traîne, c'est que EDF, les pétroliers, qu'ils soient français ou étrangers et qui opèrent sur le territoire français, ils ne le voient pas complètement d'un bon œil. Et donc Nicolas Hulot... Et la FNSEA non plus, la nouvelle patronne de la FNSEA qui dit qu'elle a beaucoup d'interrogations. Oui, alors est-ce qu'il a obtenu... Le monde économique va quand même le regarder... Est-ce qu'il a obtenu des assurances? Pas du tout. Réponse de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Un ministre ne pose pas de conditions, ni au Premier ministre, ni au Président de la République.
Et comme il doit appliquer la feuille de route sur le sujet du nucléaire, vous connaissez la position du président élu, qui est celle de mettre en œuvre la loi sur la transition énergétique, d'aller vers un mix énergétique et de faire diminuer, avec un calendrier responsable, la part du nucléaire dans notre production énergétique. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Crédible. C'est assez normal quand même de dire qu'un ministre ne pose pas de conditions parce que le ministre est là pour appliquer le programme sur lequel le président a été élu. En général, les conditions qui sont posées, c'est sur le périmètre du ministre. Il y a des négociations et on sait par exemple que Nicolas Hulot souhaitait avoir les transports dans son giron, par exemple. Et donc, il y a des négociations pour effectivement savoir combien de conseillers aura le ministre, quels sont l'étendue de son périmètre, combien de secrétaires d'État éventuellement, etc. C'est plutôt ça les négociations. Mais c'est normal, ce que dit Christophe Castaner est tout à fait normal, c'est logique que quand on entre dans un gouvernement, on applique la feuille de route. Vous pensez qu'un Nicolas Hulot qui n'a rien à prouver, il n'a pas la feuille de route. Il a mis des conditions et il a une directrice de cabinet. On le verra à l'œuvre, c'est trop tôt pour le dire. Qui est une vraie spécialiste et qui saura imposer les choix du président de la République. Ouais. Alors, on posait la question là il y a un instant, qu'est-ce qui a pu le faire accepter ce poste, lui qui a été courtisé par Chirac, par Sarkozy, par Hollande? Réponse. C'était pas une ambition chez moi. D'abord, je pense que c'est une manière de boucler la boucle dans mon engagement. C'est la seule chose que je n'ai pas essayé. C'est une intuition aussi. Vous savez, moi, j'ai tiré une leçon de ma connaissance de la nature. La clé du succès dans la nature, qui fait que la vie a pu se développer, c'est la diversité. C'est vrai en politique. Là, il y a une vraie diversité. Évidemment que j'ai peur. C'est pas de la machine. J'ai peur de décevoir. Mais moi, vous savez, je pense que l'espoir, c'est une folie nécessaire. C'est joli, en tout cas. Hein. La nature, c'est la diversité. Mais bon. il a, de son point de vue, il a raison d'essayer, Nicolas Hulot. Il a 62 ans, il a une carrière extraordinaire de journaliste à la télévision. Il a voyagé comme jamais on voyagera. Il a vu les plus belles choses dans le monde. Il est passionné par l'environnement, la planète, sauvegarder la planète. Eh bien, il a apparemment un bon fit avec Emmanuel Macron. Ils ont parlé il y a des mois et des mois. Ils parlent depuis des mois et des mois. Eh bien, il essaye. Il a raison d'essayer. Et de toute façon, je suis d'accord avec ce que dit Pierre. Si jamais ça ne marche pas, eh bien, c'est plutôt Emmanuel Macron et le Premier ministre à qui ça coûtera. Lui, il aura essayé. Et puis il aura essayé. Il a raison. Alors effectivement, c'est... Et on verra à l'œuvre. On ne peut pas faire de la prévision maintenant. Et s'il claque la porte, par exemple, ce sera pas bon. Concernant sa présence au gouvernement, il y a sans doute, à mon avis, il y a sans doute une raison très précise pour laquelle il a accepté de rentrer au gouvernement, hormis sans doute le fait qu'il apprécie Emmanuel Macron. C'est qu'il faut rappeler que Nicolas Hulot a été conseiller de François Hollande pour préparer la COP21, qu'il a beaucoup œuvré en coulisses pendant plusieurs années d'ailleurs, à travers le monde, pour faire signer cet accord sur le climat. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a accepté de rejoindre ce gouvernement, c'est pour veiller à l'application de cette COP21, pour veiller en quelque sorte à ce que ça aille jusqu'au bout, parce qu'il y a eu l'élection de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, qui a voulu remettre en cause cet accord. Et donc, il voit très bien qu'il y a encore des résistances, que les choses ne sont pas terminées, que l'accord a été signé, mais qui n'est pas sûr d'être appliqué. Donc, en étant lui-même aux manettes dans un gouvernement... Il fait le service après-vente. On peut imaginer qu'il a envie, de faire en sorte que l'accord sur le climat aille jusqu'au bout, soit vraiment appliqué, et même peut-être aller encore un peu plus loin. Ségolène Royal a fait le boulot de manière officielle, lui il l'a fait dans l'ombre. Là maintenant il se retrouve dans la situation de Ségolène Royal, de poursuivre le travail de Ségolène Royal. Donc je pense qu'il y a à la fois des raisons personnelles, individuelles, l'âge, 62 ans, c'est maintenant, et après ce sera trop tard, et puis peut-être aussi envie de poursuivre le travail qu'il a commencé dans l'ombre, cette fois-ci dans la lumière, et d'aller jusqu'au bout pour que cet accord climat soit effectif sur la planète. La lumière, il la connaît bien, quand même, en tant qu'homme de télévision. En tant que ministre Alors, politique. autre ministre remarquable et remarqué dans ce gouvernement, Bruno Le Maire, l'une des deux seules prises à droite, nommé à Bercy, ministre de l'économie, mais qui se présente également aux législatives et qui va avoir en face de lui, du coup, un républicain. Écoutez ce qu'il en pense. Alors, les querelles politiciennes, savoir si l'un a été exclu, l'autre a été gardé, si on appartient à tel parti ou telle autre, telle étiquette, moi, ce n'est pas mon sujet. Si vous n'avez pas compris que l'esprit de ce nouveau gouvernement auquel j'appartiens n'est pas un esprit de clan, mais vous n'avez rien compris à ce qu'est la démarche du président de la République et la démarche du Premier ministre. Il n'y a pas d'esprit de clan, il
Il n'y a pas un tel qui vient de la gauche, un tel qui vient de la droite, les socialistes, les républicains. Il y a désormais une équipe. Il a le beau rôle, là, Bruno Le Maire. Oui, il a le beau rôle, mais ça va peut-être pas durer parce qu'il a quand même la veste de l'opportuniste de Jacques Dutronc qui sur les épaules. Non, mais pour les électeurs de droite, c'est quand même celui qui a fait 2,4% aux primaires et qui se retrouve à Bercy, ministre de l'économie, successeur de Michel Sapin et d'Emmanuel Macron. Et donc, voilà, s'il est candidat aux législatives, faire passer la hausse de CSG, etc. Il aura du mal. Et en plus, oui, il a le beau rôle. Ouais, il a le beau rôle d'un point de vue communicationnel, mais alors d'un point de vue politique, les augmentations d'impôts, c'est pour lui. Et donc, ça, c'est pas terrible dans l'opinion publique généralement. Il va devoir appliquer exactement l'inverse de ce qu'il proposait pendant la primaire de la droite où il a fait 2%. Ensuite, parce que vous vous rappelez le reste de son parcours, il a rejoint François Fillon et 48 heures après les premières révélations du Canard, il a dit voilà, surtout je reprends mon indépendance. Et puis là, tiens, il y a une place, on y va, pourquoi pas. Ça fait partie de cette droite Macron compatible cette droite qui trahit. Pour reprendre la couverture de valeurs sexuelles de la couve de valeurs, de cette droite Macron compatible qui, je pense, oui, cherche un poste. Je veux dire, comment, en étant honnête intellectuellement, on peut, une fois dans un gouvernement, faire l'inverse de ce qu'on prônait il y a encore un an, et d'autant plus quand on prétendait aux plus hautes fonctions de l'État. À un moment donné, intellectuellement, c'est pas tenable. Donc si ça, c'est pas la définition même de l'opportunisme, alors je veux bien que ce soit enrôlé dans de belles phrases et dire à la presse vous ne comprenez rien, c'est pas du tout ça. On a vu cette droite qui trahit. Donc moi je veux bien qu'on enrobe ça en disant vous n'avez rien compris à ce qu'est le gouvernement Macron, etc. Je pense que les Républicains et la droite a justement très bien compris qui était ce genre de personne. Alors je pense que lui, pour le coup, a tout à perdre. François Baroin était aux côtés d'Alain Juppé ce matin, et lui, il minimise. Après tout, il y a eu 3 prises avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Écoutez. Le président de la République est installé ce gouvernement. Alain Juppé l'a dit, 3 d'entre nous, 3 seulement, sont en responsabilité. Alors certes, ils sont à des responsabilités importantes, mais il ne s'agit pas d'une coalition, il s'agit de décisions personnelles. On me demande si ce sont des prises de guerre. Je réponds, c'est des prises d'otages. Ils sont assez isolés. Et je l'ai dit aussi, c'est assez malin de la part du président d'avoir mis les 2 hommes de droite à Bercy, puisque le projet d'En Marche porte sur une augmentation de la CSG. Ça veut dire qu'au fond, la droite représente et incarne l'augmentation des impôts. On va profiter quand même de cette campagne pour dire que nous, on est plutôt sur la baisse des impôts, et c'est ça notre projet. Et lui-même dit c'est malin de la part de Macron. C'est malin. C'est malin de la part de Macron. C'est une façon aussi de mettre en difficulté Bruno Le Maire. Enfin bon, il dit que c'est malin de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est surtout pour savonner la planche de Bruno Le Maire. Et c'est lui qui va annoncer les hausses d'impôts, en tout cas de CSG. On va terminer sur ce qui peut apparaître pour certains comme un début de verrouillage de la communication gouvernementale. Ce matin, au Conseil des ministres, tous les journalistes ont été priés de quitter la cour de l'Élysée. Pas d'interview des ministres à l'arrivée comme à la sortie, alors que jusqu'à présent, dans toute l'histoire de la Ve République, c'était la règle. Et puis demain, le président Macron, qui part en voyage officiel au Mali voir les troupes françaises, va sélectionner ses propres journalistes, d'où ce communiqué d'ailleurs des sociétés de journalistes, de nombreux médias, de nombreux confrères qui disent « Il n'appartient en aucun cas à l'Élysée de choisir ceux d'entre nous qui ont le droit ou non de couvrir un déplacement ». C'est signé de l'AFP, de BFM, du Figaro, de France 3, de France Info, de Mediapart, Le Parisien, Le Monde, Le Point, RFI, RMC, RTL, j'en oublie. Et puis écoutez ce matin, par exemple, ce qu'en disait le ministre de l'Intérieur en sortant. On lui pose une question à la volée, réponse de Gérard Collomb. Monsieur Collomb, s'il vous plaît, un petit mot. Aucun petit mot. Vous avez un porte-parole. C'est la consigne. Vous parlerez de sécurité. Bien sûr. Choquant, nouvelle communication qui n'en est pas une. Non, alors il y a 2 choses. Effectivement, c'est pas à l'Élysée de choisir les journalistes. Alors après, pour les voyages officiels, après l'Élysée répond que non, c'est pas vraiment choisir les journalistes, mais c'est une volonté de varier les journalistes qui accompagnent le président et de choisir pas uniquement des journalistes politiques, mais des journalistes qui traitent des sujets, la défense, l'économie ou autres. Mais il n'empêche que c'est quand même aux rédactions, et c'est normal de choisir les journalistes qui accompagnent. Au-delà de ça, il y a effectivement, on voit bien de la part d'Emmanuel Macron qui a inspecté et observé le quinquennat de François Hollande, qui a été un quinquennat de couac et de désordre de communication, notamment dans les 2 premières années à tous les étages,
où effectivement les uns se émoussaient à la sortie du Conseil des ministres après un conseil où il y avait de temps en temps des prises de position qui étaient inverses à ce qui avait été dit en Conseil des ministres. Le pouvoir était désacralisé parce que François Hollande n'avait pas réussi. Ce qu'un président ne devrait pas dire. Aussi. Voilà, François Hollande en plus n'avait jamais vraiment habité le costume et la fonction présidentielle. Là, c'est tout l'inverse et on a l'impression effectivement de l'introduction d'une sorte de culture managériale, voire une culture du privé, dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion du pouvoir, où tout doit être professionnel, au cordeau, contrôlé, voire verrouillé. Et effectivement, pour le coup, ça peut faire râler, mais on est en campagne législative et on sait que les couacs, ça coûte en matière législative. Donc je pense qu'à l'Élysée, ils ont en tête effectivement une chose, communication contrôlée jusqu'au moins la fin des législatives. C'est complètement normal, c'est complètement logique, c'est une forme de professionnalisation. On avait connu... Ça l'est moins pour nous qu'aux journalistes, de ne pas pouvoir interpeller un ministre. Mais c'est pas grave, la professionnalisation, ça passe aussi pour ça. Je sais que vous avez besoin de contenu pour meubler les longues heures d'antenne, et c'est valable pour tout, y compris pour les réseaux sociaux. Mais pour le coup, ça va juste changer la façon de travailler pour les journalistes. Mais à la limite, ça c'est pas grave, et que le choix se fasse par le président. Pas grave, c'est vous qui le dites. Vous... Non, mais voilà, je suis le seul. Vous êtes le seul non-journaliste autour de ce plateau. Je prends mon risque. Non, c'est une forme de professionnalisation. On avait connu un président de la République qui sursaturait le débat politique avec Sarkozy, un président de la République qui était son propre porte-parole et son propre conseiller en communication. Et là, c'est le contraire. Là, c'est ultra professionnel. C'est Pierre Dumazeau, d'un mot. Je trouve qu'il faut quand même avoir un juste milieu entre sursaturer effectivement un président Hollande qui communiquait beaucoup trop et tout verrouiller et se prendre un communiqué de la SDJ de toutes les rédactions parisiennes en 2 jours de présidence. Je pense qu'il faut faire attention parce que verrouiller comme ça la communication, on peut y prendre goût et empêcher le travail des journalistes, c'est le pire qu'ils puissent faire. En tout cas, un signal à envoyer, c'est terrible. Et ça a été tout de suite relevé par la profession. Merci beaucoup à vous 4 d'être venus ce soir sur LCI. Tout de suite, c'est le journal avec Hortense Villatte. Regardez votre programme en toute sécurité avec Omiris Alarme et Télésurveillance. Omiris au 30 36. En route pour votre programme avec Travelcar. Parking gratuit aux aéroports et gares. Bonsoir, nous ouvrons le journal demain sur les dossiers industriels les plus chauds qui attendent Emmanuel Macron maintenant qu'il a son gouvernement. Et parmi ces dossiers, il y a l'avenir d'un certain nombre de grandes entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire. Alors il y aura 2 types d'attitudes à attendre de l'Élysée. D'un côté, un interventionnisme assumé dans un certain nombre d'entreprises stratégiques. On pense à Areva, à la SNCF, à EDF, qui ont notamment pour certaines d'entre elles de grandes difficultés financières. Et puis de l'autre côté, il y aura à l'évidence des ventes de participation dans un certain nombre d'entreprises. On peut citer Orange, on peut citer Aéroports de Paris, parce que là, il s'agit de trouver des ressources financières, tout simplement pour baisser le déficit. Avec Omiris Alarme et Télésurveillance. Omiris au 30 36. C'était votre programme avec Travelcar. Parking gratuit aux aéroports et gares.